Retour sur le plateau de TV Finance. Intéressons-nous à présent aux devises et à leur cours. Et pour nous accompagner, Philippe Lermy. Bonjour. Bonjour Roselyne, bonjour tout le monde. Vous êtes trader formateur et ancien chef trader d'une banque centrale. Alors Philippe, on va d'abord revenir ensemble sur la réunion de politique monétaire de la Fed. La Réserve fédérale qui a surpris par son message de durcissement de sa politique. Oui, tout à fait. La première hausse des taux aura bien lieu en mars, car Powell l'a suggéré en indiquant qu'il y a un fort support du comité, donc des membres, pour agir bientôt. Powell a donc expliqué que n'importe quelle des prochaines réunions pourrait être l'occasion d'une hausse des taux, alors qu'initialement le marché pensait à 4 hausses de taux, soit une par trimestre. Alors quand il a été interrogé sur une hausse de 50 basis points et non pas 25, comme d'habitude, Powell n'a pas écarté l'idée. Et du coup, le marché intègre maintenant 5, voire 7 hausses de taux pour cette année. Alors, concernant la réduction du bilan de la Fed, Powell a mentionné que les discussions sont en cours et continueront lors des prochains meetings. On a compris que donc cette réduction n'interviendra donc pas en mars. Alors, il a insisté sur le fait que l'économie US est dans une situation totalement différente de 2015, lors du précédent durcissement de politique monétaire. En effet, à cette époque, le taux de chômage était de 5%. Et la mesure d'inflation préfédérée de la Fed, qui est le corps PCE, était à 1%. Aujourd'hui, on est beaucoup plus bas sur le chômage, à 3,9%, et le corps PCE, lui, à l'inverse, beaucoup plus haut, à 5%. Donc, ce qui justifie un resserrement monétaire beaucoup plus rapide et beaucoup plus fort. Alors, les banques commerciales sont toutes en train de revoir à la hausse leurs prévisions, et elles font leur pronostic quant à l'ampleur et à la date de la réduction du bilan. Alors tout ça, c'est pas un bon présage pour le S&P, mais on voit bien que si les earnings, les bénéfices des entreprises s'avèrent importants, la casse sera limitée pour le marché action. Philippe, on poursuit avec le PIB aux USA au quatrième trimestre. Il est ressorti plus fort que prévu. Oui, nettement plus fort à 6,9 contre 5,5 attendu. Alors c'est surtout dans la consommation dans les services qui a été forte, ainsi que la constitution des stocks. En tout cas, ce chiffre, il donne beaucoup de raisons pour la Fed d'accélérer, encore plus de raisons pour la Fed d'accélérer son durcissement monétaire. C'est ce que constatent les traders. Alors, autre événement qu'on a suivi, c'est plutôt qu'on va suivre cette semaine. Il s'agit évidemment de la réunion de politique monétaire de la BOE. Alors, la hausse du taux directeur est fortement attendue après la décision de la Fed. On le disait, la BOE devrait lui emboîter le pas. Oui, alors comme la dernière fois, on va avoir une collision avec la BCE. À une heure près, les deux banques centrales vont donc faire leur déclaration de politique monétaire, mais c'est probablement du côté de la BCE la BOE, pardon, que l'attention des traders sera le plus importante. On voit que le marché des interbancaires des swaps OIS anticipe déjà une hausse à 77% du taux de directeur de la Banque d'Angleterre, le Bank Rate à plus 0,5% et 3 à 4 hausses supplémentaires d'ici la fin de l'année, ce qui porterait le taux directeur à 1,25, 1,50,5% contre 0,25 actuellement. Alors, comme vous le montre le graphe, l'inflation au Royaume-Uni est en très forte hausse aussi à 5,4%. Donc, elle a très fortement monté depuis avril 2021. Et il y a aussi la forte baisse des cas de Covid et surtout l'absence de saturation des hôpitaux avec Omicron qui va laisser le champ libre à la BOE pour accélérer son durcissement monétaire. Alors, ce qui va être important à regarder jeudi, c'est pas tellement la hausse des taux, puisqu'elle est déjà intégrée. Ça sera le nombre de dissidents, devrait en avoir qu'un seul. Et il faudra regarder si la BOE va suggérer encore plus de hausse de taux donc pour 2022 et surtout si elle va démarrer la réduction de son bilan, le quantitative tightening, dès maintenant. La réponse, ça devrait être oui, puisque dans le passé, elle avait annoncé le faire dès que le taux directeur atteindrait 0,50%. Alors, dans les faits,
Le quantitative tightening de la BOE au début sera probablement soft. Pourquoi? Parce que ça risque d'être un non-réinvestissement des titres à échéance et pour l'instant il y en a peu. Ça sera à partir de mars que la taille des gilts arrivant à échéance va être conséquente. Donc c'est pour ça qu'elle risque de le faire. Alors, il y a aussi la BCE qui va se réunir cette semaine. Après les décisions sur le quantitative easing lors de la réunion précédente, le marché n'anticipe pas de changement de la part de la Banque centrale européenne. Oui, a priori, ça pourrait être un non-événement. Alors, elle va d'abord mentionner l'impact relativement limité dans le temps d'Omicron sur l'économie, comme le montre le graphe là, des données de fréquence. Bon, on a eu une baisse. On voit bien qu'on n'est pas remonté vraiment au niveau pré-Omicron, je dirais. Alors, elle va être inévitablement questionnée sur l'inflation et donc l'évolution de son QE et sur une éventuelle hausse de taux dans un futur lointain, n'est pas comme avec la Fed. Alors, elle va certainement botter en touche sur les deux derniers points. L'inflation, elle est élevée aussi en zone euro, elle est à 5%, et notamment en Allemagne, elle est à 5,3%. Mais on va voir les chiffres là et on les attend quand même en baisse à 4,3. On va voir si ça sera le cas. Alors, Madame Lagarde, elle risque de répéter que nous ne sommes pas dans la même situation que l'Amérique. Elle va rappeler que l'inflation en zone euro est principalement due à des problèmes de logistique et non pas à une demande effrénée. Donc elle a raison, puisque monter les taux directeurs n'aurait pas beaucoup d'effet pour accélérer l'arrivée des bateaux conteneurs en provenance d'Asie. Donc, son message, ça va être sûrement à nouveau que l'inflation va se stabiliser et baisser progressivement au cours de 2022. Bon, on verra. Afin de calmer les ardeurs, la BCE va risquer d'insister sur le fait que la hausse des taux aura lieu après la fin du QE, mais que c'est prématuré pour 2022. Donc, on verra si elle indique un changement pour 2023. En tout cas, le marché interbancaire est moins patient que la BCE. Il anticipe 2 hausses de 10 basis points du taux de la Deposit Facility pour les meetings de septembre et décembre. On va suivre aussi le rapport sur l'emploi aux États-Unis et là, on risque peut-être d'avoir une surprise. Oui, on attend que 155 000 créations d'emplois pour le mois de janvier. Il y en avait 199 000 le mois dernier. Alors ça fait bizarre parce qu'on revient à des chiffres normaux. Le taux de chômage aussi devrait rester inchangé à 3,9. Alors pourquoi on pourrait avoir une baisse significative des créations d'emplois? On remarquera que comme lors de la poussée du variant Delta en juillet dernier aux USA, Omicron a généré un accroissement significatif de personnes ne travaillant pas pour aider un malade du Covid. Avec le variant Delta, c'était 1,5 million de personnes. Et là, avec Omicron, l'ordre de grandeur, c'est 6 millions. Ça commence à faire beaucoup. Donc, le graphe montre bien, les créations d'emplois sont en rouge sur le graphe et les cas de Covid en échelle inversée sont en gris. On voit bien qu'il y a une corrélation inverse entre les deux. Les créations d'emplois diminuent avec l'augmentation des cas de Covid. Donc, c'est pour ça qu'on pourrait avoir des créations d'emplois significativement plus faibles que prévues. On va évidemment suivre le mauvais feuilleton du moment diplomatique et militaire, c'est celui du conflit russo-ukrainien. Ça s'intensifie et en même temps ça s'enlise. Oui, alors que se passe-t-il? Donc on va rappeler un peu les faits. Poutine reproche à l'OTAN de s'étendre vers l'Est depuis 1989. Or, l'article 5 du traité de l'OTAN stipule que si une nation de l'Alliance est envahie ou attaquée, elle recevra une assistance collective pour sa défense. Et depuis l'annexion de la Crimée en 2014, l'OTAN a décidé, lors du sommet de Varsovie en 2016, d'établir une présence militaire renforcée dans les nouveaux pays de l'Alliance. Alors, il faut se rappeler que pour l'instant, l'Ukraine ne bénéficie donc pas théoriquement de l'aide de l'OTAN, mais Poutine sent bien les velléités du président Zelensky de faire partie de l'Alliance Atlantique. L'Ukraine, c'est politiquement sensible car lors de l'ère soviétique, la région du Donbass, les oblasts les oblasts de Louhansk et de Donetsk, donc étaient considérés comme le cœur de la Russie. Donc pour Moscou, c'est inenvisageable de voir l'Ukraine basculer à son tour dans l'Alliance. Alors si on regarde
la chronologie des faits précédents, avec les accords de Minsk qui avaient été signés en 2015 au format Normandie, ils avaient comme but la fin du conflit armé donc dans le Donbass, après le renversement du président pro-russe Yanukovych. Ils n'ont pas été respectés. On s'en aperçoit, fin octobre notamment, des troupes militaires russes s'amassent à la frontière ukrainienne. Il y a eu les conflits armés dans le Donbass, je viens de le dire. Le 17 décembre dernier, qu'est-ce qui se passe? La Russie établit une liste de conditions à l'OTAN pour calmer les tensions, à savoir, elle veut un engagement écrit de la part de l'OTAN qui comprend l'interdiction de tout élargissement de l'OTAN à d'autres pays de l'ancien bloc soviétique, donc de l'Ukraine aussi, le retrait des forces armées de l'OTAN dans les ex-pays soviétiques qui sont devenus membres depuis 1997, et l'interdiction de toute coopération militaire avec les pays de l'ex-URSS non membres de l'OTAN, donc l'Ukraine. Donc le 23 décembre 2000 dernier, Poutine en remet une couche, il accuse l'OTAN de l'expansion continue vers l'Est et juge cela inacceptable. Le 14 janvier dernier, qu'est-ce qu'on a? On a le ministre des Affaires étrangères russe, M. Lavrov, qui exige une réponse rapide. Donc la réponse, ils l'ont obtenue de l'OTAN et des USA mercredi dernier par écrit. L'OTAN a notamment répondu que chaque pays est souverain pour décider quels seraient ses amis. Les demandes de la Russie ont donc été rejetées. Poutine a discuté avec Macron vendredi et il lui a répondu que ces demandes écrites étaient des préoccupations fondamentales pour la Russie. Alors ce qu'on note, c'est que pour l'instant, Poutine continue quand même d'afficher une volonté de négocier et ne veut pas de conflit armé. La situation actuelle, c'est quoi? 100 000 soldats russes, c'est le graphe que vous voyez, 100 000 soldats russes qui sont amassés à la frontière est de l'Ukraine. On voit que depuis vendredi, il y a des troupes russes qui se sont entrées en Biélorussie jusque aux frontières polonaises. Alors on a eu le 23 janvier dernier les diplomates américains qui ont été autorisés à évacuer l'Ukraine avec leurs familles. Il y a le Royaume-Uni qui a suivi, l'Union européenne n'a pas prévu de le faire pour l'instant. Macron a parlé en direct avec Poutine vendredi et a insisté pour maintenir le dialogue et la relance des accords de Minsk. Il a exhorté Poutine à respecter la souveraineté des États. Alors, quelles sont les sanctions possibles? Alors, on a entendu parler d'interdire SWIFT, qui est le système de messagerie utilisé par plus de 6000 opérateurs financiers dans le monde, les banques, etc. Donc, c'est Biden qui a menacé de punir la Russie et même Poutine personnellement, là-dessus. Sauf que l'Allemagne doute de l'efficacité de cette mesure, parce qu'il ne faut pas oublier que la Banque centrale russe a déjà mis en place un système de paiement alternatif, il s'appelait FMS, avec 2200 contreparties. Bon, il n'est pas vraiment, je dirais, effectif actuellement, mais ça existe déjà. Alors, on pourrait, il y a aussi comme menace bloquer le pipeline Nord Stream 2. Alors Poutine, il faut comprendre que Poutine se débrouille pour que ses clients soient dépendants de l'énergie russe. On constate qu'en fin de l'année dernière, avec la hausse des prix de l'énergie, la Russie n'a pas ouvert pour autant plus les vannes. Alors il faut savoir qu'un tiers du gaz consommé en Europe provient de la Russie. Et surtout l'Allemagne avec 40%, la France est seulement 17%. Alors il y a la ministre des Affaires étrangères allemande, Madame Baerbock, qui a annoncé elle aussi que Nord Stream 2 faisait partie des armes de négociation. C'est des deux côtés, parce qu'il ne faut pas oublier que la Russie a besoin de l'argent allemand tout autant que l'Allemagne a besoin du gaz russe suite à son démantèlement, je dirais, des centrales nucléaires en Allemagne. Les États-Unis s'en mêlent et qu'est-ce qu'ils font? Ils menacent de sanctions extraterritoriales les entreprises internationales qui participent donc à Nord Stream 2 et qui risquent de ne jamais démarrer. Alors il ne faut pas oublier que principalement le gaz, il arrive toujours en Allemagne, le gaz russe, mais via le gazoduc Brotherhood qui lui passe en Ukraine et la Russie continue de payer ses droits de passage en Ukraine. Alors, du point de vue trading, ça donne quoi? On s'aperçoit que vendredi, le S&P 500, il a effacé non seulement l'impact de la Fed, mais aussi les craintes sur le conflit russo-ukrainien qui avait pesé surtout lundi dernier. Donc,
Pourquoi? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a eu quand même des résultats d'entreprises technologiques solides. Alors le gros problème, c'est que le conflit avec l'OTAN n'est pas nouveau et Poutine est quelqu'un de très intelligent et déterminé, donc ça risque de durer. On sait qu'il est capable de franchir les lignes rouges, il nous l'a prouvé dans le passé avec la Géorgie en 2018, l'annexion de la Crimée en 2014, les tentatives d'assassinat de l'agent double russe Skripal en Angleterre, l'opposant russe Navalny, et tout dernièrement, on a vu le soutien de l'armée russe contre les manifestations en Biélorussie et au Kazakhstan. Alors, ce qu'il ne faut pas négliger, c'est que contrairement à 2014, ce n'est plus Obama qui est à la tête des USA, mais Biden. Et Biden connaît très très bien Poutine pour l'avoir rencontré en personne à Moscou quand il était sénateur, et il le déteste, et il lui avait dit personnellement à l'époque. Enfin, dans tous les cas, aucun belligérant n'a intérêt à arriver à un conflit armé. Alors, ce qu'on peut voir, point de vue trading, c'est que toute crise fera monter le dollar et à l'inverse, toute alchimie fera baisser le dollar. Donc, pour les traders, je conseillerais de surveiller l'arrivée des troupes de l'OTAN, l'arrivée de plus de troupes de l'OTAN et surtout des USA, des anciens pays de la communauté des États indépendants et la Pologne. Et on peut prendre comme indicateur avancé, évidemment, des tensions, le dollar rouble, mais il est contrôlé par la Banque centrale russe. On peut prendre des paires comme l'euro zloty. Et bien sûr, le gaz naturel coté sur TTF aux Pays-Bas.